Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du micro des gynécos. Aujourd'hui, Océane reçoit le professeur Bervellé, chef de clinique à la maternité de Poissy, pour discuter du suivi de grossesse des patientes qui ont eu une chirurgie bariatrique. Alors, bonjour professeur Bervellé, merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast aujourd'hui. Le thème du jour, c'est la chirurgie bariatrique et la grossesse. Bonjour, merci de m'avoir invité. J'ai pensé qu'on pourrait commencer par discuter un petit peu du délai conseillé après une chirurgie bariatrique avant de planifier une grossesse et puis peut-être dire quelques mots sur ce que ça pourrait changer si les patientes ne suivaient pas ce délai et obtenaient une grossesse avant. Alors, juste en préambule, c'est vrai que ces actes de chirurgie bariatrique sont de plus en plus fréquents et donc on va être de plus en plus confronté à ce genre de situation. C'était important quand même de le rappeler. Donc, il faut qu'on soit globalement un peu au courant et bien informé justement, pour bien informer nos patientes, il faut déjà que les professionnels soient bien informés. Alors, pour répondre à cette question, il n'y a pas un délai précis dans la littérature en deçà ou au-dessus duquel on est sauvé ou on est dans de mauvais draps, mais en clair, ce qui est recommandé, c'est entre 1 et 2 ans, minimum 1 an. Alors pourquoi parce qu'on voit que les patientes qui conçoivent lorsqu'elles perdent encore du poids, c'est là où on est à haut risque de carence et on va avoir des mauvais outcomes obstétriques ou en tout cas théoriques. Alors est-ce que pour autant, une patiente qui conçoit 6 mois après sa chirurgie bariatrique, c'est une indication d'interrompre la grossesse? Absolument pas. Mais ça va être des grossesses où on va être un petit peu plus embêté au niveau nutritionnel, au niveau donc des bilans nutritionnels qu'il faudra faire. Il va falloir supplémenter peut-être un peu différemment. Et puis la patiente peut avoir des difficultés d'alimentation secondaires à la chirurgie bariatrique qui sont pas encore résolues et aggravées du fait de la grossesse. Alors, il y a des études qui ont été faites avec des délais plus courts et on n'a pas forcément l'impression que ça explose en termes de complications, mais il est d'usage tout de même d'attendre en général au moins 1 an avant d'entamer une grossesse, surtout une stabilité pondérale une fois qu'on a bien perdu du poids. Très bien. Justement, en parlant des bilans nutritionnels, vous faites une bonne transition avec la question que je pensais aborder après, qui est la question du bilan nutritionnel, donc quel type de bilan et à quelle fréquence. Et puis du coup, si jamais on est dans un délai précoce après la chirurgie, est-ce que cette fréquence doit être rapprochée ? Alors, déjà, il y a des recommandations, on n'en a pas encore parlé, il y a des recommandations qui s'appellent Bariamat, qui sont bien sûr disponibles en ligne et qui nous guident un peu en tant que praticien pour aider ces patientes et à les prendre en charge et à le faire de façon adaptée. Oui, il y a des bilans nutritionnels qu'on est censé réaliser. Alors, normalement et idéalement, en pratique, c'est un peu différemment, mais en théorie, il faut un bilan nutritionnel avant de débuter la grossesse et puis un bilan nutritionnel tous les 3 mois. C'est les recommandations. En pratique, on peut un petit peu ventiler, peut-être en faire un de moins pendant la grossesse, mais les recommandations sont celles-ci. Après, si la patiente a conçu alors qu'elle était encore en perte de poids, on peut augmenter cette surveillance, mais il n'y a absolument rien de recommandé puisque les recommandations, c'est d'attendre 1 an au moins. Donc, il n'y a pas de recommandation stricte sur la fréquence de ces bilans nutritionnels quand la patiente conçoit, entre guillemets, trop rapidement après la chirurgie bariatrique. Donc, tout ça se fera en collaboration avec les diététiciens, les nutritionnistes pour savoir comment adapter ces bilans face à cette situation qu'on ne devrait pas avoir, mais qui est malheureusement fréquente. Oui, tout à fait, je comprends bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, un petit peu les éléments que vous demandez dans le cadre du bilan nutritionnel ? Alors, c'est un bilan, alors pour ne rien vous cacher, on a des ordonnances types, puisque c'est qui sont dans Bariamat. Alors, vous les dire de mémoire, je peux vous les citer. Alors, il y a du phosphore, la parathormone, la calcémie corrigée, l'albumine, la préalbumine, etc. Donc, c'est le reflet, tout un iono, etc. C'est le bilan nutritionnel aussi bien protéique mais aussi vitaminique. Donc, faut bien marquer sur l'ordonnance bilan post-chirurgie bariatrique pour que la patiente soit prise en charge à 100% pour ce bilan nutritionnel. C'est un point important pour que la patiente puisse ne pas avoir des dépenses excessives. Et donc, ça va être le reflet du bilan vitaminique
nutritionnel ionique de la patiente tout au long et même avant la grossesse, et vous allez adapter ensuite secondairement au résultat de ce bilan nutritionnel la supplémentation que vous allez donner à la patiente. Chez ces patientes, du coup, quelle est la place de la supplémentation systématique et la place des bilans vitaminiques ? Il y a une supplémentation systématique. Donc, je pense que ça, c'est un message fort. Toutes les patientes qui ont eu de la chirurgie bariatrique, et je reste bien très général, c'est-à-dire que ce soit une sleeve gastrectomie ou que ce soit un bypass, c'est pas du tout les mêmes types de chirurgie, c'est pas les mêmes types carentiels non plus. Mais quoi qu'il arrive, et je pense que pour les sages-femmes, pour les médecins généralistes, pour les obstétriciens, on doit savoir qu'il faut, quoi qu'il arrive, avoir une supplémentation minimale. Or, il y a plein de marques qui existent. Nous, dans notre hôpital, on a une supplémentation type avec, en l'occurrence, du zinc, qui est un élément qui est important à supplémenter, mais il y a bien de la vitamine A, etc. Mais donc, on a une ordonnance type qui est faite. Et on rajoute en plus de l'acide folique, on rajoute en plus du fer et on rajoute aussi de la vitamine D. Et ça va être le régime, entre guillemets, ou la supplémentation de base qu'on va donner à ces patientes. Et bien entendu, ça, c'est le remède pas miracle, mais ça permet au moins de gagner un peu de temps et d'être sûr que la patiente ne va pas faire des complications gravissimes liées à des déficits nutritionnels, à des carences qui pourraient être gravissimes, mais il y en a des dossiers comme ça. Et puis après, vous faites votre bilan nutritionnel, vous le recevez et puis vous adaptez. Vous voyez que vous n'êtes pas assez supplémenté en vitamine D, vous rajoutez des ampoules de vitamine D. Vous voyez qu'il y a une carence en B12, vous rajoutez de la B12, etc., etc. Donc, c'est le truc de base et ensuite, vous vous adaptez au bilan nutritionnel qui est réalisé. Parfait, oui, c'est super clair et ça donne des messages faciles à suivre. Oui. On se pose parfois la question du dépistage du diabète gestationnel chez ces patientes qui ont bénéficié d'une chirurgie bariatrique. Est-ce qu'on peut leur proposer la GPO et puis voir si elles tolèrent ? Est-ce qu'on ne propose pas de toute façon ? Et si oui, et dans ce cas-là, quelles seraient les alternatives ? Alors déjà, je recommande toujours d'aller sur Bariamat, ces recommandations ont pour vraiment l'intérêt, c'est que c'est assez pratico-pratique. Donc vraiment, tous les professionnels doivent aller regarder pour aussi avoir un pense-bête. En gros, là, il y a une petite différence entre la chirurgie restrictive comme la sleeve gastrectomie et la chirurgie malabsorptive comme le bypass. En gros, si vous avez eu une sleeve gastrectomie, sur le papier, on peut faire une HGPO. D'accord ? Si la patiente déjà avait mal toléré dans le passé ou si elle n'est pas très encline à faire une HGPO ou si vous n'êtes pas très enclin à lui prescrire, on peut tout à fait faire une hémoglobine glyquée et faire une autosurveillance glycémique sur une petite semaine, 10 jours, comme une patiente qui aura un diabète gestationnel. Mais voilà, une autosurveillance glycémique et la patiente vous envoie son autosurveillance glycémique et son hémoglobine glyquée. Voilà, moi, à titre personnel, mais ça, c'est vraiment, tout le monde fait ce qu'il veut. La GPO est déjà pas très bien tolérée chez des patientes qui n'ont pas de chirurgie bariatrique. C'est quand même le meilleur moyen pour que la patiente le tolère moyennement. Donc, je leur inflige pas, à titre personnel, la GPO. Mais sur le papier, on peut le faire pour la chirurgie restrictive. Pour la chirurgie malabsorptive, clairement, il n'y a pas de place à la GPO. Et là, on va faire hémoglobine glyquée et autosurveillance glycémique sur une semaine, 10 jours. Parfait. Et concernant les urgences spécifiques de ces patientes, si elles se présentent notamment pour douleurs abdominales, vomissements, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les points d'attention et la particularité de leur prise en charge ? En fait, vous avez tout à fait raison. Toute douleur abdominale chez une femme qui a eu de la chirurgie bariatrique, encore plus chez des femmes qui ont eu des bypass. Mais nous, dans notre tête et dans nos protocoles et dans les RMM, parce qu'il y a eu des drames suite à ça, toute douleur abdominale chez une femme qui a eu de la chirurgie bariatrique doit amener à avoir un avis spécialisé d'un chirurgien bariatrique et facilement à réaliser une imagerie abdominale. Pourquoi ? Parce que on sait que ces femmes sont à risque d'occlusion par hernie interne sur des montages de chirurgie bariatrique. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est plus les chirurgies malabsorptives, c'est moins sur les sleeves. Mais après une sleeve, on a le droit d'avoir une bride, on a le droit de faire une occlusion sur bride, etc. Donc, quoi qu'il arrive, une douleur abdominale chez une femme qui a une chirurgie bariatrique, faut penser à l'occlusion parce que les tableaux pendant la grossesse peuvent être complètement bâtards. Et puis, voilà, encore récemment, on a assisté à une RMM avec un décès maternel
sur une occlusion par hernie interne avec un retard à la prise en charge, puisque les praticiens sont pas forcément, les professionnels sont pas forcément informés des complications qui sont très spécifiques. Voilà. Donc, je pense que c'est un mot d'ordre très important. Et voilà. Et dans ce dossier, il y a un retard aussi à la prise en charge radiologique. On hésite à faire un scanner chez cette femme qui est enceinte. Donc, on le sait. C'est comme pour les appendicites. Voilà. Dès qu'on l'évoque, il faut directement aller à l'imagerie et, si possible, éliminer cette occlusion. Et d'ailleurs, donc l'imagerie, facilement le scanner plus que l'échographie, c'est ça un peu plus contributif. Tout à fait, tout à fait. Voilà, scanner, voilà. Y penser, voilà, douleur abdominale, patiente avec antécédent de chirurgie bariatrique, je fais facilement une imagerie et donc un scanner pour éliminer une occlusion, voilà, et un avis spécialisé. Parce que c'est vrai que parfois on est dans des maternités où les gens ont moins l'habitude, où il n'y a pas forcément un chirurgien spécialisé en chirurgie bariatrique. Voilà, il faut décocher à mon avis donc cette flèche de l'aide avec les chirurgiens et radiologiques. Donc scanner a priori non injecté, hein, ça suffit. Oui, alors après, alors ça c'est plus les radiologues, mais en général, je pense qu'ils peuvent déjà avoir suffisamment d'informations. Après, s'il faut l'injecter, si l'état de la mère le nécessite et que le chirurgien nécessite cette injection, on peut tout à fait faire une injection iodée chez une femme enceinte quand son état de santé le nécessite. Donc, ça ne doit pas amener, et c'est très bien de me faire préciser ça, voilà, ça ne doit pas amener à un retard. Et en l'occurrence, dans cette RMM, on s'est rendu compte que le radiologue avait plutôt milité pour ne pas faire le scanner. Et puis, voilà, il arrive ce qu'il arrive. Donc, vraiment, c'est important que tous les professionnels soient au courant de ça. Oui, et puis c'est vrai qu'on rencontre quand même souvent la circonstance. Enfin, en tout cas, il y a toujours beaucoup de discussions ou de négociations autour des examens irradiants pendant la grossesse. Donc, oui, c'est très bien que vous ayez fait le point. Et du coup, concernant ces urgences spécifiques, est-ce qu'on peut peut-être juste les citer pour se les rappeler un petit peu? Donc, vous avez parlé pour la sleeve ou pour de toute façon la plupart des chirurgies, je pense, les brides. Oui, c'est l'occlusion sur bride et l'occlusion par hernie interne, globalement. Alors après, je suis pas chirurgien viscéral, mais je pense en tant qu'obstétricien, puisque c'est la GOF, mais nous, voilà, moi, j'avais pas forcément ces notions avant. C'est à force de travailler, voilà, dans un centre qui fait aussi de la chirurgie bariatrique, c'est qu'on soit juste alerté en se disant, oui, c'est pas des douleurs abdominales normales. Les tableaux sont quand même très volontiers abâtardis. La patiente vomit ou a des nausées. Ah bah oui, mais donc elle est enceinte. Donc on a tendance un petit peu à essayer de gagner du temps en se disant, ça, voilà, exactement comme pour les appendicites où souvent l'état clinique est larvé, on va mettre beaucoup de temps et finalement on perd du pronostic. Donc ça, c'est quand même la leçon à retirer de ça. Très bien. Est-ce que par hasard, il y a autre chose que vous souhaitiez ajouter sur ce sujet? D'aller regarder ces recommandations parce que on va les mettre en lien de l'épisode. Oui, alors non, mais en plus, alors je peux d'autant plus le dire que je n'y ai absolument pas participé. Je peux d'autant plus le dire que avant de m'intéresser à l'obésité, je ne savais même pas qu'il y avait ce groupe de travail. Donc, c'est aussi mon travail de pouvoir aussi dire aux auditeurs d'aller regarder ça parce que ça existe et que c'est quand même dommage d'avoir des recommandations qui sont plutôt bien faites et qui sont une vraie aide au quotidien et de l'oublier, de ne pas savoir que ça existe. Donc, voilà, nous, dans notre réseau, voilà, on a mis ça en place pour que tous les professionnels, et ça ne gagne pas encore tous les professionnels, il y a encore du boulot. Donc ça, c'est votre rôle, notre rôle de tous les jours, voilà, de diffuser ces informations. Oui, tout à fait. Bon, j'avoue que moi, je ne connaissais pas ces recommandations, mais du coup, c'est très bien qu'on profite de l'épisode pour les partager et pour en discuter facilement à plus large échelle. Donc, merci beaucoup. Et merci, professeur Bervilliers, pour l'épisode. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.